Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à toutes et tous pour cette conférence du professeur Camille Bonvin. Cette conférence s'inscrit dans un programme qui est celui de À ciel ouvert, sciences et spiritualité, qui est rendu possible grâce à la Fondation À ciel ouvert, présidée par Marie-Gabrielle Cajoli et supportée par la Fondation Yves et Inès Ultramar. Cela fait la 5e année que ce programme existe. Et cette année, nous avons choisi comme thème le temps. Plus précisément, le titre général, c'est « Voyage au cœur du temps ». Avant de vous dire quelques mots sur la conférencière de ce soir, j'aimerais simplement annoncer qu'il y aura une dernière conférence de ce cycle sur le temps en fin février, début mars l'année prochaine, qui sera donnée par un cosmologiste belge, Thomas Hertog. Mais voici, disons quelques mots sur le professeur Camille Bonvin, qui est professeur en physique théorique et cosmologiste ici à l'Université de Genève. Elle a obtenu son doctorat en 2008 en explorant certains aspects observationnels et théoriques de l'énergie noire sous la direction du professeur Ruud Dürer. Puis elle a visité des instituts prestigieux comme le CEA à Paris, le Centre de l'énergie atomique et puis l'Université de Cambridge en Angleterre. En 2014, elle est de retour à Genève, où elle a travaillé au CERN, puis ensuite, elle est devenue professeure boursière du Fonds national suisse de la recherche à l'Université de Genève. Elle a été nommée professeure associée en 2020. Elle est la principale investigatrice d'un projet du Conseil européen de la recherche, qui est qui sont des projets extrêmement prestigieux, financés par la communauté européenne. Et vous l'avez peut-être rencontrée indirectement, puisqu'elle a été l'organisatrice du colloque Wright de cette année sur les symétries. Et puis dernièrement, dans la presse, ces découvertes issues de l'analyse des données du Dark Energy Survey ont fait la une des journaux, de certaines émissions, également de radio, de télévision, puisque ces observations pourrait mettre en doute une certaine partie de la relativité générale. Donc c'est avec grand plaisir que nous allons l'écouter ce soir. Et Camille, la place est à toi. Merci beaucoup, Georges, pour cette très gentille introduction. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir pour vous parler du temps. Donc, je dois quand même vous avouer que... J'arrive pas à faire passer mes slides. Voilà. Que quand j'ai commencé à préparer cette conférence sur le temps, j'ai un petit peu stressé parce que je me suis rendu compte que le temps, c'était vraiment pas un sujet qui était facile. Et j'ai trouvé cette citation de saint Augustin dans le livre des Confessions qui se dit « Qu'est-ce que le temps ? Si personne ne me pose la question, je sais. Si quelqu'un me pose la question et que je veuille l'expliquer, je ne sais plus. » Et je crois que c'est quelque chose qui résume assez bien notre sentiment à tous par rapport au temps. Et donc, j'ai décidé de me simplifier un petit peu la tâche. Je pense qu'il faut que je change le pointeur parce que ça va vous faire un délai. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir quelque chose qui réagit un petit peu plus vite? Parce que toutes mes slides sont les unes après les autres. Donc, du coup, je regarde la régie là-haut. Non? Bon. On essaye comme ça. Donc, je me suis dit que j'allais regarder le point de vue de la physicienne, parce que finalement, je suis une physicienne, et donc je vais restreindre un petit peu le cadre et vous parler du rôle du temps en physique. Et ce que vous allez voir, c'est qu'en fait, même quand on restreint le rôle du temps en physique, il y a en fait tout un tas de phénomènes non triviaux qui arrivent, parce que le temps, ce n'est pas quelque chose qui est complètement trivial en physique non plus. Et donc, il y a certains phénomènes qui ont d'ailleurs été utilisés dans les films de science-fiction. Donc, regardons un petit peu, pour commencer, quel est le temps selon Newton, comment Newton voyait le temps dans sa théorie. Newton, en fait, dans ses Principia Mathematica, en 1687, il a défini le temps de la manière suivante. Il a dit « Le temps absolu, vrai et mathématique, en soi et de par sa nature, sans relation à quoi que ce soit d'extérieur, s'écoule uniformément et est autrement appelé durée.
Le temps relatif, apparent et commun est une mesure sensible et externe de la durée par le moyen du mouvement, qu'elle soit exacte ou inégale, que l'on utilise communément à la place du temps vrai, comme l'heure, le jour, le mois et l'année. Donc on voit en fait que pour Newton, il existe un temps absolu qui nous donne en fait un cadre par rapport auquel on va décrire les lois de la physique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrire comment les objets bougent, comment les objets évoluent au cours du temps. Et prenons par exemple la deuxième loi de Newton, la loi qui décrit la dynamique, qui nous dit que F est égal à ma. Donc ici, F, c'est la force qu'on applique sur un objet, m, c'est la masse de cet objet, et a, c'est l'accélération. Et dans cette loi de Newton, le temps joue effectivement un rôle fondamental, parce que la force et l'accélération sont toutes deux des fonctions du temps, donc elles peuvent évoluer avec le temps. On n'applique pas forcément toujours la même force sur un objet quand on veut le faire bouger. Et puis ensuite, de manière même plus intrinsèque encore, le temps joue un rôle essentiel dans cette équation parce que l'accélération, c'est rien d'autre que la variation de la vitesse au cours du temps. Donc ce que cette équation nous dit, c'est si on veut faire varier la vitesse plus vite au cours du temps, on a une plus grande accélération et on doit appliquer donc une force qui est plus grande sur cet objet. Donc quand on voit cette équation, on se dit en fait que ce temps absolu que Newton a décrit, qui est indépendant de tout observateur, qui est même indépendant du fait qu'on le mesure, c'est une notion absolument essentielle pour faire de la physique. Parce qu'on a vraiment besoin de ce temps absolu pour décrire les lois par rapport au temps, comme évolution du temps. Et en fait, cette idée d'un temps absolu qui est essentielle pour faire de la physique, pour décrire l'évolution des objets, est restée à l'ordre du jour pendant à peu près 250 ans, jusqu'à l'arrivée en fait d'Einstein, qui lui nous a dit le temps absolu n'existe pas. Donc, qui a complètement bouleversé notre compréhension du temps. Donc, ce que j'avais envie de faire ce soir avec vous, c'est de regarder comment Einstein en est arrivé à l'idée d'un temps qui n'était pas absolu. Donc, on va regarder d'abord comment le temps varie dans la théorie de la relativité restreinte, qui est la première théorie que Einstein a construite. Et puis ensuite, on va regarder comment le temps varie en relativité générale. Parce que quand on passe, vous allez voir, de la relativité restreinte à la relativité générale, il y a d'autres effets sur le passage du temps qui arrivent. Et puis ensuite, dans la deuxième partie de cette conférence, j'aimerais vous parler de 2 mesures de la distorsion du temps qu'on peut faire en cosmologie et qui nous permettent en fait de tester la théorie d'Einstein. Donc commençons par regarder la relativité générale d'Einstein. Donc la relativité restreinte. Donc Einstein, quand il a construit sa relativité restreinte en 1905, il l'a basée en fait sur 2 postulats fondamentaux. Le premier postulat, c'est le fait que les lois de la physique sont les mêmes dans n'importe quel référentiel inertiel. Et donc un référentiel inertiel, c'est un référentiel qui bouge par rapport à un autre référentiel inertiel à une vitesse qui est constante. Donc ça veut dire toujours dans la même direction et toujours avec la même vitesse. Donc on peut construire un ensemble de référentiels qui bougent les uns par rapport aux autres à une vitesse constante. Et le postulat d'Einstein nous dit que les lois de la physique vont être exactement les mêmes dans tous ces référentiels. Donc ça veut dire qu'aucune expérience physique ne peut faire la différence entre un référentiel qui est immobile et un référentiel qui bouge à une vitesse constante. Donc, par exemple, si je suis dans un train qui bouge à une vitesse constante, je noircis ou je couvre mes fenêtres de manière à ce que je ne puisse plus voir au dehors. Je fais une expérience physique, je lâche par exemple une pomme, je vais obtenir exactement le même résultat que si j'étais à quai hors du train. Et ça marche pour toutes les expériences qu'on puisse imaginer, celles qu'on fait avec la lumière, aussi pour les expériences chimiques que l'on fait. Il n'y a aucune manière de différencier ces 2 référentiels. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez remarqué vous-même quand vous êtes dans un train, vous êtes plongé dans votre livre, vous êtes tout à coup à quai, et puis vous levez la tête et vous vous dites « Ah, je suis en train de partir ». Puis après, vous regardez un petit peu mieux, puis vous vous rendez compte que ce n'est pas vous qui partez dans cette direction, mais c'est le train d'en face qui part dans l'autre direction. Votre corps, en fait, ne fait pas la différence entre les 2 situations.
Ce que vous savez aussi, c'est que ça marche seulement si la vitesse est constante. Si le train accélère ou si le train freine, clairement, votre corps ressent la différence et là, vous pouvez faire la différence. Donc ça, c'est le postulat d'Einstein, le premier postulat. Ensuite, le deuxième postulat qui a mené à la relativité restreinte, c'est le fait que la vitesse de la lumière est invariante dans le vide. Ça veut dire qu'elle est toujours la même dans le vide. Donc ça, c'est quelque chose qui en fait découle des équations de Maxwell. Donc ce n'est pas Einstein qui a été le premier en fait à postuler ça. Il y avait déjà cette invariance de la vitesse de la lumière dans les équations de Maxwell, mais Maxwell n'avait pas fait ce postulat que la vitesse de la lumière est toujours invariante. Et c'est ensuite quelque chose qui a été vérifié par les observations. Donc dit comme ça paraît être quelque chose d'assez banal, mais en fait, si on réfléchit un petit peu, c'est quelque chose qui n'est pas intuitif du tout. Et pour voir que ce n'est pas intuitif, faisons l'expérience suivante. Supposons que vous êtes quelque part immobile et vous lancez un ballon avec une certaine force devant vous. Et puis ensuite, vous allez dans une voiture qui roule à une vitesse constante, vous sortez la tête par la fenêtre, vous lancez le ballon exactement avec la même force. Et je vous pose la question, quel ballon va arriver d'abord dans l'arbre? Et je pense que la majorité d'entre vous, effectivement, va dire c'est le ballon qui a été lancé par la voiture qui va arriver d'abord. Tout simplement parce que la vitesse du ballon par rapport au sol est égale à la vitesse du ballon par rapport à la voiture, l'impulsion que vous lui avez donnée, plus la vitesse de la voiture par rapport au sol. Donc plus la voiture bouge vite, plus le ballon va bouger vite. Donc ça marche extrêmement bien avec un ballon. Maintenant, remplacez ce ballon par une particule de lumière, par un photon. Au lieu de lancer un ballon, vous allumez une torche. Quand vous allumez la torche, les particules de lumière partent de votre torche. Et je vous pose la question, quelle lumière arrive d'abord? Et en fait, les deux arrivent exactement en même temps. Et ça, c'est vrai quelle que soit la vitesse de la voiture. Même si la voiture bouge quasiment à la vitesse de la lumière dans le vide va toujours être la même. Donc c'est quelque chose qui n'est vraiment pas intuitif, mais c'est quelque chose qui a été vérifié de manière expérimentale, de manière extrêmement précise en fait. Et donc, en mettant ensemble ces deux postulats, ce qu'Einstein a conclu, c'est que le temps et l'espace ne sont pas absolus. En fait, ce n'est pas possible d'avoir en même temps l'invariance des référentiels inertiels, la vitesse de la lumière qui est la même partout dans le vide, et le temps et l'espace qui sont absolus. Il y a des contradictions immédiates qu'on peut faire, qu'Einstein a fait en fait avec des expériences de pensée, qui nous montrent qu'on ne peut pas avoir les trois choses vraies en même temps. Et donc, comme Einstein voulait garder ces deux postulats qui avaient été vérifiés, qui faisaient du sens, qui étaient fondamentaux, il a dû automatiquement conclure que le temps et l'espace ne sont pas absolus. Et donc, il a trouvé dans sa théorie que le temps se dilate quand on bouge, donc le temps passe plus lentement si on bouge que si on est immobile, et les longueurs se contractent quand on bouge. Et donc ça, c'est vraiment une révolution, parce que ça nous dit que dans la théorie d'Einstein, le temps et l'espace ne forment plus un cadre universel et fixe dans lequel on va pouvoir décrire les lois de la physique, mais le temps et l'espace eux-mêmes sont déformés. Alors vous vous dites peut-être, oui, ok, c'est une très jolie idée, mais est-ce qu'on peut faire des expériences pour nous montrer si ça, c'est vrai ou pas, si c'est juste l'idée d'un physicien ou si ça s'applique vraiment à notre monde? Et en fait, il y a tout un tas de confirmations expérimentales de la dilatation du temps. Et une expérience dont j'avais envie de vous parler, parce que je trouve qu'elle est assez parlante, c'est le voyage des muons. Donc qu'est-ce qu'un muon? Un muon, c'est une particule élémentaire, comme un électron, mais peut-être vous n'en avez jamais entendu parler, contrairement à l'électron, tout simplement parce que c'est une particule qui est très instable. Un muon, quand il est créé, il va vivre en moyenne 2 microsecondes, ça veut dire 2 millionièmes de seconde, et ensuite il va se désintégrer dans d'autres particules. Donc il a un temps de vie extrêmement court.
Et donc, on a maintenant la situation suivante. On a des muons qui sont créés dans la haute atmosphère. Donc, on a des particules avec beaucoup d'énergie qui arrivent de différentes sources dans l'univers. Ensuite, elles arrivent en direction de la Terre. Elles tapent contre la haute atmosphère. Et ça crée des réactions. Et dans ces réactions, parfois, il y a des muons qui sont créés. Maintenant, si on n'avait pas cet effet de dilatation du temps, de la relativité, le muon parcourrait en moyenne moins d'1 kilomètre et puis il se désintégrerait. Et donc, on ne devrait jamais recevoir des muons qui ont été émis dans la haute atmosphère parce que les muons ne pourraient pas parcourir les 15 kilomètres environ qui nous séparent de la haute atmosphère. Ils disparaîtraient au bout d'1 kilomètre. Pourtant, si on sort nos détecteurs de muons, on reçoit des muons qui viennent de la haute atmosphère. Et la raison pour laquelle on les reçoit, c'est à cause de la dilatation du temps. Donc ces muons voyagent à très grande vitesse parce qu'en fait, ils ont été émis par des particules qui elles-mêmes voyageaient très vite. Ils voyagent en moyenne à 99,8% de la vitesse de la lumière. Et du coup, le temps passe beaucoup plus lentement pour eux. En fait, il passe à peu près 15 fois moins vite pour le muon qui voyage à 99,8% de la vitesse de la lumière que pour nous qui sommes immobiles sur Terre. Et donc, ça veut dire que le muon, finalement, il a suffisamment de temps pour arriver dans nos détecteurs. En fait, quand 2,2 microsecondes ont passé pour lui, 35 microsecondes ont passé pour nous. Donc, dans son référentiel à lui, selon sa montre à lui, il y a toujours 2,2 microsecondes qui passent. Le fait qu'il bouge ne change pas sa nature intrinsèque, ça c'est donné par les lois de la physique. Donc lui, s'il regardait sa montre, il verrait 2,2 microsecondes qui passent, mais en fait son temps est dilaté, donc ces 2,2 microsecondes correspondent à 35 microsecondes pour nous, qui est assez pour que le muon puisse voyager ces 15 km et atteindre nos détecteurs. Alors peut-être vous vous dites, bon, ok, ça c'est quand même quelque chose d'assez... Ah, juste une chose, donc ça nous dit que c'est un effet qui est physique et non pas un effet qui est subjectif. On n'a pas l'impression que le temps passe plus lentement, mais c'est vraiment le temps qui passe plus lentement. Donc peut-être vous vous dites, ah ça c'est quelque chose quand même, c'est pas une expérience qu'on a construite, on a juste regardé des muons, on a regardé comment ils se propagent, peut-être quelque chose qu'on ne comprend pas bien avec les muons, mais on peut aussi construire nous-mêmes des expériences pour mesurer la distorsion du temps, ça a été fait, les gens ont comparé le temps qui passe pour une montre qui est sur Terre et pour une montre qui est placée dans un avion qui bouge à une certaine vitesse par rapport à la Terre. Et ils ont vu qu'effectivement, le temps passait plus lentement dans l'avion que sur Terre. Alors, il faut des montres très précises pour pouvoir mesurer cette distorsion du temps, mais ça a été fait et ça a confirmé la théorie d'Einstein. Et je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, cette dilatation du temps due à la vitesse des référentiels est quelque chose d'absolument essentiel dans le GPS. Parce que la manière dont le GPS fonctionne, c'est au travers de la synchronisation de montres qui sont sur Terre et qui sont dans ces satellites. Et puis ensuite, on mesure des différences de temps toutes petites entre le moment d'émission et le moment d'arrivée de ces signaux. Et pour que ça marche, il faut bien sûr que toutes les montres indiquent la même heure. Or, à cause du fait que les satellites bougent par rapport à la Terre, ils n'indiquent pas exactement la même heure, leur montre ralentit. Et donc, il faut corriger pour ça. Si on ne corrigeait pas pour ça, après un jour de fonctionnement, en fait, les montres dans les satellites auraient 7 microsecondes de retard par rapport à la montre sur Terre. Ça paraît minuscule, mais en fait, comme on regarde des signaux, comme on base cette triangulation sur des signaux qui voyagent à la vitesse de la lumière, en fait, ça mène tout de suite à des grandes imprécisions sur la position. Donc, au bout d'un jour de fonctionnement, le GPS indiquerait déjà des positions avec 2 km d'imprécision. Donc, ça rendrait le GPS complètement inutile. Donc, pour résumer, les deux postulats, l'invariance de la vitesse de la lumière et l'équivalence des référentiels inertiels, impliquent automatiquement que le temps n'est pas absolu. Alors là, vous vous dites peut-être, oui, mais cette notion du temps absolu de Newton, elle avait l'air absolument essentielle pour qu'on puisse décrire les lois de la physique. Comment on fait si on a un temps qui n'est pas absolu ? Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est définir ce qu'on appelle le temps propre. Le temps propre, c'est pour un observateur donné, le temps qui passe à sa montre. Donc chaque observateur va avoir une notion bien définie du temps, qui est le temps dans son référentiel à lui. Et c'est par rapport à ce temps-là qu'il va décrire les lois de la physique.
Donc ça, c'est pour la relativité restreinte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on va au-delà de la relativité restreinte? Donc la relativité restreinte, elle s'appelle restreinte pour une bonne raison. C'est parce qu'elle s'applique seulement à des référentiels qui sont en mouvement relatif constant. Et donc, on ne peut pas utiliser la relativité restreinte pour décrire ce qui se passe si on a un référentiel, un objet qui accélère par rapport à un autre. Et ça, c'est très embêtant parce qu'en fait, ça veut dire qu'on ne peut pas décrire la gravitation avec la relativité restreinte, parce que la gravitation accélère les objets. Si je lâche une pomme maintenant, elle va tomber, non pas à une vitesse constante, mais elle va être accélérée. Et donc, si on veut pouvoir inclure la gravitation dans la théorie, on a besoin d'élargir la théorie. Et c'est ce qu'Einstein a fait, il a étendu sa théorie pour inclure la gravitation, et ça a donné lieu à la théorie de la relativité générale. Donc, comment ça marche la relativité générale? Si je devais résumer la relativité générale en une phrase, je dirais que la clé dans la relativité générale, c'est le fait que la matière déforme l'espace et le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut s'imaginer l'univers comme une immense nappe souple. Donc, on sait bien sûr tous qu'on a 3 dimensions dans l'univers. Ici, je n'arrive pas à dessiner les choses en 3 dimensions, donc je me suis réduit en 2 dimensions. Donc, cette nappe représente mon univers. Et puis ensuite, si on a un objet dans l'univers, un objet massif, comme par exemple la Terre, eh bien la Terre va en fait créer un puits dans cette nappe. Comme si vous posez un objet sur la nappe, ça fait un petit peu un creux là où l'objet se trouve. Donc en fait, notre univers, il va avoir des creux et des bosses en fonction de la matière qui est présente dans l'univers. Et puis ensuite, les autres objets dans l'univers bougent dans cet univers avec des creux et des bosses de la manière la plus droite possible. Donc ça veut dire que la pomme de Newton, elle va tomber sur Terre. Elle ne va pas tomber sur Terre parce qu'elle est attirée par une force générée par la Terre, elle va tomber sur Terre parce que c'est le mouvement le plus naturel possible dans un univers qui a un creux créé par la masse de la Terre. Et c'est pareil, on peut aussi expliquer le mouvement des planètes dans la relativité générale. Donc le Soleil, lui aussi, va créer un creux, un puits, et puis ensuite la Terre va essayer de bouger dans ce puits de la manière la plus droite possible. Et le mouvement le plus droit possible dans un univers qui a un creux, c'est simplement de tourner en fait dans ce creux. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on peut s'imaginer assez bien intuitivement. Maintenant, la chose qui est assez compliquée et qui est moins intuitive, je pense, c'est que Einstein nous dit que cette masse ne déforme pas seulement l'espace, mais elle déforme aussi le temps. Le temps ne va pas passer à la même vitesse au fond de ce creux et hors du creux. En fait, il va passer plus lentement si on est au fond du creux, proche de l'objet massif, que si on est loin du creux. Et ça, c'est quelque chose qui a été utilisé dans le film Interstellar. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais à un moment, on a un astronome, Cooper, qui voyage dans l'univers et il se retrouve sur une planète qui est très proche d'un trou noir. Un trou noir, c'est un objet qui est extrêmement massif, donc qui crée une déformation de l'espace et du temps qui est extrêmement profonde. Et donc, sur cette planète, proche du trou noir, le temps il est extrêmement ralenti. En fait, quand 1 heure passe sur la planète, 7 ans passent pour quelqu'un qui est loin de ce trou noir. Et donc, en fait, Cooper reste 7 heures, je crois, sur la planète, et du coup, sa fille qui est restée sur Terre vieillit de 49 ans, pendant que lui vieillit seulement de 7 heures. Ce qui fait que quand il retrouve sa fille à la fin du film, elle est en fait plus âgée que lui. Donc ça paraît vraiment être un effet de science-fiction, très joli, mais juste de la science-fiction. Mais en réalité, non, c'est un effet qui est réel, c'est un effet qui a été prédit dans la théorie de la relativité générale, et c'est un effet qui a été mesuré. Alors, pas en envoyant des montres proches des trous noirs, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on est capable de faire, mais en fait, les scientifiques ont mesuré la différence du passage du temps entre le bas et le sommet d'une tour. Et ils ont effectivement mesuré que au bas de la tour, le temps passe plus lentement qu'au sommet de la tour. Et aujourd'hui, on a des montres tellement précises qu'on arrive en fait à mesurer la différence de passage du temps sur des hauteurs de 1 mètre environ. Et si on revient au GPS, bien évidemment, c'est aussi un effet qui est très important pour le GPS parce que ces satellites, non seulement ils bougent par rapport à la Terre, mais ils sont aussi à une certaine altitude par rapport à la Terre, donc ils sont plus hauts dans le puits gravitationnel généré par la Terre. Et donc, du coup, leur temps
passe plus vite que sur la Terre. Et à nouveau, si on ne prenait pas en compte cette distorsion du temps de la relativité générale, les montres dans les satellites auraient à peu près 45 microsecondes d'avance après un jour d'utilisation. Et donc vous voyez que les deux effets vont d'un côté opposé. Les montres dans le satellite bougent plus lentement, avancent plus lentement parce que le satellite bouge, mais plus vite parce que le satellite est en altitude. Mais en fait, les deux effets ne se compensent pas parce qu'ils n'ont pas la même amplitude. Donc si on prend les deux effets en compte, qui est vraiment ce qui impacte nos mesures, on voit que les montres dans les satellites auraient 38 microsecondes d'avance après une journée, ce qui veut dire 11 km d'imprécision. Donc clairement, cette distorsion du temps, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui a été mesuré et c'est quelque chose qu'on utilise finalement dans la vie de tous les jours, puisqu'on utilise tous les jours le GPS. Maintenant, vous vous dites peut-être, ok, tout ça c'est très joli, mais c'est des phénomènes qui sont extrêmement locaux. On a regardé des satellites, on a regardé des montres dans des tours, on a regardé des montres dans des avions. Qu'est-ce qui se passe ailleurs dans l'univers? Est-ce que la théorie d'Einstein nous permet de décrire ce qui se passe ailleurs dans l'univers? Alors clairement, si on veut mesurer la distorsion du temps ailleurs dans l'univers, on a un problème, on ne peut pas utiliser les montres parce qu'on ne peut pas envoyer des montres dans des galaxies qui sont différentes de notre galaxie. On n'arrivera jamais à faire une chose comme ça. Donc si on veut mesurer la distorsion du temps ailleurs dans l'univers, pour tester par exemple la théorie d'Einstein, on a besoin d'autres méthodes. Et donc ce que j'avais envie de faire maintenant, c'est de vous présenter deux méthodes possibles qui nous permettent de mesurer la distorsion du temps sans passer par des montres atomiques. Donc la première, elle concerne le lentillage gravitationnel. Elle consiste à utiliser le lentillage gravitationnel. Et comme on va le voir, en faisant ça, ce qu'on arrive à mesurer, ce n'est pas directement la distorsion du temps, mais la somme de la distorsion du temps et de la distorsion de l'espace. Et puis il y a une autre méthode que j'avais envie de vous présenter aussi, où là, on regarde la couleur de la lumière, et ça nous permet de mesurer directement la distorsion du temps. Alors commençons par regarder ce qui s'appelle le lentillage gravitationnel. Qu'est-ce que c'est? Donc le lentillage gravitationnel, ça décrit le fait que si j'observe une galaxie qui est lointaine et que entre cette galaxie et mon détecteur sur Terre, j'ai une déformation de l'espace et du temps, ici créée par un ensemble de galaxies, alors la lumière émise par la galaxie, quand elle va voyager, elle ne va pas voyager en ligne droite, mais elle va ressentir ce creux dans l'espace et le temps, et ça va dévier sa trajectoire. Et donc, en fait, l'observateur ne va pas voir la galaxie dans la bonne position, mais dans une mauvaise position, à cause de cette déflexion, de cette déviation de la trajectoire de la lumière. Et on appelle ça lentillage gravitationnel par analogie avec les lentilles de verre, celles qu'il y a dans vos lunettes, qui elles aussi dévient la trajectoire de la lumière. La différence, c'est qu'ici, ce n'est pas un objet de verre qui dévie la trajectoire de la lumière, mais c'est réellement la gravitation qui dévie la trajectoire de la lumière. Maintenant, on peut faire le calcul et on se rend compte que l'amplitude de cette déviation, elle est directement liée à la somme de la distorsion de l'espace et de la distorsion du temps. Alors, le fait que la distorsion de l'espace dévie la trajectoire de la lumière, ça c'est quelque chose d'assez intuitif. Vous pouvez vous imaginer, par exemple, jouer au mini-golf, vous lancez votre balle, s'il y a une déformation, s'il y a un petit creux dans le parcours, ça va dévier la trajectoire de votre balle. Par contre, comprendre pourquoi la déformation du temps dévie aussi la trajectoire de la lumière, ça c'est déjà beaucoup plus difficile à se l'imaginer intuitivement. En fait, on le voit seulement par le calcul. Si on regarde la trajectoire de la lumière dans un espace qui a un creux comme ça, en relativité générale, on trouve tout de suite que c'est la somme des deux distorsions qui dévie la trajectoire de la lumière. Et bien sûr, c'est quelque chose qui a été testé. En fait, assez vite après la création de la théorie de la relativité générale, Eddington a eu l'idée en 1919 de regarder ce lentillage gravitationnel et de tester pour voir si c'était en accord avec les prédictions d'Einstein. Et donc ce qui s'est dit, c'est regardons des étoiles qui se trouvent derrière le Soleil. La lumière va ressentir la déformation créée par le Soleil, ça va modifier sa trajectoire, et du coup, l'observateur, qui pense toujours que la lumière se propage en ligne droite, va voir l'étoile dans une mauvaise position.
Alors, bien sûr, vous voyez tout de suite qu'il y a un problème. Si on veut faire cette mesure, c'est qu'on n'arrive pas à voir des étoiles qui sont juste derrière le Soleil, proches du Soleil, parce que le Soleil est trop brillant. Mais donc, l'idée d'Eddington, c'était d'attendre une éclipse de Soleil. Et à ce moment-là, le Soleil est toujours là, donc il dévie toujours la trajectoire de la lumière, mais par contre, il est plus brillant, et donc on peut voir ces étoiles qui sont quasiment derrière le Soleil. Pas exactement derrière, bien sûr, mais quasiment derrière le Soleil. Et donc Eddington a fait cette mesure, il a comparé en fait la position des étoiles quand le Soleil était présent durant l'éclipse avec la position de ces mêmes étoiles la nuit quand le Soleil n'est pas là pour dévier la trajectoire de la lumière. Et il a pu mesurer cette déviation entre la vraie position et la position de l'image et comparer ça avec les prédictions de la théorie de la relativité générale. Et il a trouvé que la déviation était parfaitement compatible avec les prédictions d'Einstein. Et ce qui est important, c'est qu'il a trouvé que la déviation était 2 fois plus grande que prédite dans la théorie de Newton. Tout simplement parce que dans la théorie de Newton, il n'y a pas cet effet de la distorsion du temps. Et on peut montrer que pour un objet comme le Soleil, la distorsion du temps et la distorsion de l'espace sont en fait les mêmes. Et donc l'effet est 2 fois plus grand que si on ne prenait pas en compte la distorsion du temps. Donc ça a été en fait une preuve fantastique de la validité de la théorie de la relativité générale, et ça a d'ailleurs rendu Einstein extrêmement célèbre. Ok, donc ça, c'est quand même quelque chose de fascinant, mais c'est toujours quelque chose qui est local. Ces étoiles, elles sont dans notre galaxie, et donc maintenant, on avait envie de mesurer la distorsion du temps à grande distance, au-delà de notre galaxie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut utiliser cette méthode de l'anti-âge gravitationnel pour mesurer la distorsion du temps à très très grande distance. En fait, l'idée là, c'est de regarder comment le lentillage gravitationnel déforme les galaxies. Parce qu'en fait, une galaxie, c'est un objet qui est étendu, qui émet énormément de particules de lumière, et ces particules de lumière, elles voyagent pas, elles suivent pas toutes exactement la même trajectoire, puisqu'elles ne sont pas émises toutes depuis le même point, et donc elles ne sont pas déviées exactement de la même manière par ces déformations de l'espace et du temps. Et donc la conséquence globale, c'est qu'en fait, à cause du lentillage gravitationnel, les galaxies vont être légèrement déformées. Certaines galaxies vont être un peu plus allongées, d'autres un peu moins allongées, en fonction de où la lumière passe dans l'univers. Et donc, si on mesure la déformation des galaxies, on peut mesurer en fait la déformation de l'espace et du temps. Donc, il y a des télescopes absolument incroyables qui ont été construits pour mesurer ce lentillage gravitationnel. Donc, des télescopes comme KIDS, le télescope France-Hawaï et plus récemment le Dark Energy Survey. Donc, l'idée de ces télescopes, c'est de faire des images extrêmement précises de ces galaxies pour pouvoir voir comment elles sont déformées par le lentillage gravitationnel. En fait, ce que les gens font, c'est la chose suivante. Ils se disent la matière va déformer l'espace et le temps, et cette déformation de l'espace et du temps va dévier la trajectoire de la lumière, ce qui déforme les galaxies. Et donc, si on arrive à mesurer la déformation des galaxies, eh bien, on aura une information directe sur la distribution de matière dans l'univers. Donc ça, c'est la manière dont ces données ont été utilisées. Et ce qui est intéressant, ce qu'ils ont trouvé, c'est que la matière semble un peu moins agglutinée que prévu. C'est-à-dire, elle est distribuée de manière un petit peu moins dense que prédit par la théorie de la relativité générale. Maintenant, le désaccord entre les mesures et les observations, les mesures et la théorie n'est pas assez grand pour qu'on puisse remettre en cause la théorie de la relativité générale. On n'a pas atteint ces expériences n'ont pas atteint le critère pour montrer que la théorie de la relativité générale ne marche plus, mais le désaccord est suffisamment grand pour que nous, scientifiques, cosmologistes, on se pose la question « qu'est-ce qui se passe avec ces données ?» C'est intriguant, il y a quelque chose à creuser à cet endroit-là. Et donc, ce qu'on a fait avec mon groupe de recherche, on s'est dit « mais en fait, au lieu d'aller de la déformation des galaxies à la distribution de matière, on pourrait tout à fait utiliser ces mêmes données pour mesurer directement la déformation de l'espace et du temps. Parce que finalement, c'est la déformation de l'espace et du temps qui directement dévie la trajectoire de la lumière. Donc on a développé une nouvelle méthode pour utiliser les mêmes données, les mêmes mesures, non pas pour savoir comment la matière est distribuée, mais pour mesurer les déformations de l'espace et du temps.
Et cette méthode, elle nous permet en plus de mesurer ces déformations de l'espace et du temps à différents moments de l'histoire de l'univers. En fait, on a découpé l'univers en 4 morceaux, en 4 tranches, et on a mesuré ces déformations de l'espace et du temps dans chacune de ces tranches. Et voilà ce qu'on a trouvé. Donc sur ce graphe, sur l'axe horizontal, vous avez l'histoire de l'univers. Plus on va vers la droite, plus on remonte dans le passé. Et les points bleus, c'est les mesures qu'on a faites de la déformation de l'espace et du temps. Donc vous voyez, on a fait ces mesures à 4 moments de l'histoire de l'univers. Le premier correspond à une mesure qui a été faite quand l'univers, il y a 3,5 milliards d'années dans le passé. Le deuxième, il y a 5 milliards d'années. Le troisième, il y a 6 milliards d'années. Et le dernier point correspond à une mesure faite il y a 7 milliards d'années dans le passé. Donc on a une mesure de ces déformations à 4 moments de l'histoire de l'univers. Et sur l'axe vertical, il y a l'amplitude des distorsions. Donc plus on est haut sur le graphe, plus la déformation de l'espace et du temps est grande, plus on est bas, moins ces déformations sont grandes. Donc ça, c'est nos mesures, et on a comparé ça avec les prédictions dans la théorie de la relativité générale qui sont données par cette ligne droite. Parce que dans la théorie de la relativité générale, on peut mesurer quelles sont les déformations de l'espace et du temps et comment elles évoluent au cours du temps, et c'est donné par cette ligne noire. Et donc, on a envie maintenant de comparer les mesures avec les prédictions dans la théorie d'Einstein. Donc, ce que vous voyez sur ce graphe, c'est que toutes les mesures sont en dessous de la prédiction. Donc, les déformations de l'espace et du temps semblent être systématiquement plus petites que prédit par la théorie d'Einstein. Maintenant, si on regarde un petit peu plus en détail, vous voyez qu'autour de ces points bleus, on a ces barres verticales. Et ces barres verticales nous indiquent l'incertitude avec laquelle on a fait nos mesures. Parce qu'on ne fait jamais des mesures parfaitement précises en physique. On a toujours une incertitude liée aux instruments de mesure, liée aussi à la méthode qu'on utilise. Et donc, vous voyez qu'on a ces incertitudes autour des mesures et on a en fait aussi des incertitudes autour de la prédiction, parce que la prédiction dépend de certains paramètres qu'on ne connaît pas parfaitement. Et ces incertitudes autour de la prédiction, c'est donné par cette barre grise autour de la ligne noire. Donc maintenant, si on compare les mesures et la prédiction en prenant en compte les incertitudes, ce qu'on voit, c'est que pour les 2 points à 6 et 7 milliards d'années, en fait, finalement, les mesures sont en assez bon accord avec les prédictions. Pour le point à 6 milliards d'années, on voit en fait que si on prend en compte les incertitudes, les 2 points se superposent. Pour la mesure à 7 milliards d'années, on est toujours un petit peu en dessous, mais en fait, les incertitudes sont tellement grandes que ce désaccord n'est absolument pas significatif. Par contre, si on regarde les mesures il y a 3,5 et 5 milliards d'années, là, on a un désaccord qui est bien présent. Alors, comme pour les mesures précédentes, ce désaccord n'est pas suffisamment grand pour qu'on puisse remettre en cause de manière robuste la théorie de la relativité générale, mais il nous indique quand même qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, et cette fois-ci, on peut dire quand cette chose intéressante se passe. Quand est-ce qu'on a en fait un désaccord avec la théorie d'Einstein? C'est en fait quand on est plus proche de nous, il y a 3,5 et 5 milliards d'années. Et juste pour vous donner une idée, pour pouvoir vraiment remettre en cause la théorie de la relativité générale, avec des mesures comme ça, on aurait besoin de mesures comme indiquées ici en rouge, donc avec des incertitudes qui sont plus petites, de manière à ce qu'on soit en moyenne plus loin de la prédiction. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces données? Ce qu'on doit faire, c'est d'abord de refaire les mesures avec d'autres instruments pour essayer de réduire ces incertitudes, pour voir quand on réduit les incertitudes, est-ce que le désaccord persiste? Et dans ce cas-là, on pourrait vraiment remettre en cause la théorie de la relativité générale. Ou alors, est-ce que quand on a des mesures plus précises, finalement, on se retrouve avec quelque chose qui est en accord avec la théorie d'Einstein? C'est aussi tout à fait possible. Et donc là, on a un instrument absolument fantastique qui est le satellite Euclide, qui a été lancé dans l'espace il y a un peu plus d'une année. Et le but de ce satellite, c'est en fait de mesurer les formes des galaxies très précisément pour pouvoir faire ce lentillage gravitationnel. Et l'avantage par rapport aux autres instruments, aux instruments que nous, on a utilisés, c'est que Euclide observe depuis l'espace et donc il n'a pas le problème de l'atmosphère qui a tendance à brouiller l'image des galaxies qu'on observe et donc à rendre plus difficile la
mesure de ces formes de galaxies. Et donc, avec Euclide, dans les prochaines années, normalement, on devrait réussir à réduire ces incertitudes et à voir si cette tension persiste ou pas. Ensuite, la deuxième chose qu'on aimerait faire, c'est déterminer d'où vient la tension. Est-ce que c'est le temps qui est moins déformé que prédit? Est-ce que c'est l'espace? Ou bien est-ce que c'est les deux? Et ça, on ne peut pas y répondre avec ces mesures de l'anti-âge gravitationnel. Même si on fait la mesure de manière beaucoup plus précise, on va toujours être sensible à la somme des deux. Et donc, s'il y a un désaccord, on ne saura pas si c'est la distorsion du temps ou la distorsion de l'espace qui sont différents de prédits que ce que la relativité générale nous dit. Et donc, avec mon groupe de recherche, on s'est dit, essayons de trouver une méthode qui nous permet de mesurer directement la distorsion du temps. Pas la somme des deux, mais directement la distorsion du temps. Et pour ça, on a utilisé une idée d'Eddington, à nouveau, qui, en 1924, s'est dit, mais on peut mesurer la distorsion du temps en regardant la couleur de la lumière. Alors, comment ça marche? La lumière, je pense que vous le savez tous, elle vient dans différentes couleurs. Et en fait, la couleur de la lumière, elle est liée à la longueur d'onde des photons. Parce que la lumière, on peut se l'imaginer comme une onde qui voyage dans notre univers. Et comme pour n'importe quelle onde, n'importe quelle vague, on peut définir ce qu'on appelle une longueur d'onde ou une fréquence. Une fréquence, c'est en fait lié à l'intervalle de temps entre deux crêtes de l'onde. Et pour la lumière, plus cet intervalle de temps entre deux crêtes est grand, ça veut dire plus la fréquence est petite, plus la lumière apparaît rouge, plus l'intervalle de temps est petit, plus la lumière apparaît bleue. Alors, en quoi c'est lié à la distorsion du temps? Imaginez maintenant que vous regardez une galaxie qui est située à l'intérieur d'un de ces puits. Le temps ne va pas passer à la même vitesse pour la galaxie à l'intérieur du puits et pour l'observatrice sur Terre. Et donc, ça veut dire que si cette galaxie maintenant émet de la lumière avec une certaine couleur, avec une certaine fréquence, ici par exemple de la lumière jaune, avec un intervalle de temps de 1 femtoseconde entre deux pics de l'onde, eh bien l'observatrice qui reçoit cette lumière ne la reçoit pas avec la même fréquence puisque le temps ne passe pas à la même vitesse au fond du puits et pour l'observatrice. Donc l'observatrice va par exemple mesurer 2 femtosecondes entre la crête de l'onde, ce qui correspond à une lumière d'une autre couleur. En fait, ce qui se passe, c'est que quand la lumière sort de ce puits, graduellement, elle devient de plus en plus rouge. Et donc ça, c'est intéressant parce que plus la déformation du temps est grande, plus la lumière va rougir. Donc en fait, on peut utiliser le rougissement de la lumière pour mesurer la distorsion du temps. Et donc, cette idée, elle a été appliquée pour la première fois par Adams, qui a fait une mesure pas vraiment précise, qui finalement a été remise en compte, mais ensuite par Popper en 1954. Ils ont mesuré en fait le rougissement de la lumière lié à une naine blanche. Donc une naine blanche, c'est une étoile qui est assez compacte, donc qui va créer une déformation assez importante. Et puis ils ont regardé comment la couleur de cette naine blanche rougissait, et ils ont utilisé ça pour en déduire quelle était la distorsion du temps. Et ils ont trouvé quelque chose qui est en parfait accord avec les prédictions d'Einstein. Mais à nouveau, c'est quelque chose qui est local. Et donc nous, ce qu'on voulait faire avec mon groupe de recherche, c'est faire la même mesure, mais non pas pour un objet local, pour une distorsion de l'espace et du temps à grande distance, créée ici, par exemple, par des milliers ou même des centaines de milliers de galaxies. Donc on s'intéresse à mesurer ces distorsions du temps à très grande distance, et on s'intéresse aussi à mesurer cette distorsion du temps à différents moments de l'histoire de l'univers. De la même manière qu'on avait mesuré la distorsion de l'espace et du temps à différents moments de l'histoire de l'univers, ici on veut faire une mesure à différents moments pour savoir si peut-être au début de l'univers la distorsion était compatible avec la théorie d'Einstein et plus tard pas, ou alors pour savoir si on a une incompatibilité à tous les moments de l'histoire de l'univers. Et donc on a développé une méthode pour pouvoir faire cette mesure. Et dans cette méthode, on compare en fait le rougissement de paires de galaxies qui sont situées à l'intérieur d'un même puits gravitationnel, d'une même déformation de l'espace et du temps.
Et la raison pour laquelle on doit faire ça, c'est parce que malheureusement, le rougissement de la lumière, il n'est pas seulement créé par la distorsion du temps, mais il y a en fait d'autres effets qui font aussi rougir la lumière. Et si on veut utiliser ce rougissement pour mesurer la déformation du temps, on doit en fait avoir des méthodes, utiliser des méthodes et des symétries pour isoler cet effet. Et donc on a essayé d'appliquer cette mesure aux données actuelles, mais en fait ce qui se passe, c'est que l'effet est trop petit pour qu'on puisse le voir dans les données actuelles. Il est là, bien sûr, c'est un effet physique qui existe, mais en fait, vu les incertitudes de mesure, on n'arrive pas à mesurer cet effet. Mais par contre, on a fait des prédictions pour les missions à venir et on s'est rendu compte que la mesure, elle allait être possible avec des missions comme déjà Euclide, parce qu'Euclide ne mesure pas seulement la forme des galaxies, mais mesure aussi très précisément la couleur de la lumière. Et puis aussi avec deux autres télescopes qui, eux, sont sur Terre. Le télescope DAISY, qui se trouve aux États-Unis, qui a en fait déjà commencé à prendre des données depuis quelques années. Et maintenant, en fait, on est avec un groupe en train d'analyser ces données pour mesurer la distorsion du temps. Et puis, dans le futur un petit peu plus lointain, dans les années 2030, on s'attend à avoir des mesures extrêmement précises de la distorsion du temps avec une mission radio qui s'appelle le Square Kilometre Array, des antennes radio qui mesurent aussi très précisément la couleur de la lumière. Donc tout ça, c'est en fait une période maintenant extrêmement excitante pour nous parce qu'il y a des nouvelles données qui arrivent et donc il y a tout un tas de choses qu'on peut faire en tant que cosmologiste. Mais vous vous dites peut-être à quoi ça sert ? Eh bien, si on trouve que les distorsions du temps et ou les distorsions de l'espace diffèrent des prédictions d'Einstein, ça a quand même un impact extrêmement important pour notre compréhension de l'univers. Parce que ça veut vraiment dire que la gravitation est différente à grande distance à l'échelle de l'univers de ce qu'elle est sur Terre et dans le système solaire. Et donc, bien sûr, pour un physicien, comprendre la gravitation, savoir comment elle se comporte, pas seulement ici autour de nous, mais partout dans l'univers, c'est quelque chose de fondamental. C'est vraiment de la recherche fondamentale. Et ce qui est intéressant, c'est que si on pouvait prouver que la gravitation était différente à grande distance, ça pourrait en fait expliquer un des grands mystères qu'on a dans notre univers, qui est pourquoi est-ce que l'expansion de notre univers s'accélère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, en fait, on sait depuis longtemps, on sait depuis les années 30 à peu près, que notre univers, il s'agrandit. Ce n'est pas quelque chose qui est statique, mais en fait, il grandit au cours du temps. C'est quelque chose qui a été prédit par la théorie de la relativité générale, et c'est quelque chose qui a été mesuré ensuite dans les années 30 par Hubble et par Lemaitre. Ils se sont rendus compte que notre univers est en train de s'agrandir. Maintenant, ce que la théorie d'Einstein nous prédit, c'est que l'expansion devrait en fait ralentir au cours du temps. Donc l'univers grandit, mais au fur et à mesure que le temps passe, il devrait grandir de plus en plus lentement. Et ça, on arrive à le comprendre intuitivement. C'est juste lié au fait que la matière dans l'univers est attractive, et donc on s'attend à ce qu'elle freine l'expansion de notre univers. Pourtant, ce qui a été observé pour la première fois en 1998, c'est le contraire. Il y a deux groupes d'astrophysiciens qui ont mesuré le taux d'expansion de l'univers à différents moments de son histoire et qui ont trouvé que l'expansion de l'univers s'accélère. En fait, pour être un peu plus précis, ce qu'ils ont trouvé, c'est que durant les 8 premiers milliards d'années de l'histoire de l'univers, tout se passe comme prédit par Einstein. L'expansion ralentit, donc l'univers grandit de plus en plus lentement. Et puis autour de 8 milliards d'années, quelque chose se passe, on ne sait pas bien quoi. La tendance s'inverse et l'expansion de l'univers se met à s'accélérer. Et ça, c'est valable jusqu'à aujourd'hui, quand l'univers a 13,7 milliards d'années. Et donc, une des grandes questions, une des grandes quêtes des cosmologistes, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe entre 8 milliards d'années et 13,7 milliards d'années. Pourquoi l'univers se comporte de manière si étrange. Et en fait, il y a deux pistes qui sont étudiées. La première, c'est de se dire, peut-être il existe dans notre univers une nouvelle forme d'énergie qu'on appelle l'énergie sombre, qui se comporterait de manière complètement différente de la matière ordinaire, puisqu'on sait que la matière ordinaire freine l'expansion de l'univers. Donc il y aurait des propriétés telles qu'elles feraient s'accélérer l'expansion de l'univers. Au début, durant les 8 premiers milliards d'années, elle serait sous-dominante, elle serait là, mais elle n'aurait pas d'impact, parce qu'en fait, l'univers serait dominé par la matière et la radiation. Et puis, autour de 8 milliards d'années, cette énergie se met à dominer, et elle fait s'accélérer l'expansion de l'univers. Et on peut faire les calculs, on peut se poser la question combien d'énergie sombre on a besoin
pour expliquer ces observations, et on a besoin d'une quantité gigantesque d'énergie sombre. On a besoin que 70% du contenu total de l'univers soit sous cette forme d'énergie sombre. Donc ça, c'est la première piste. Et puis la deuxième piste, c'est de se dire, ah mais peut-être que en fait, la gravitation est différente à grande distance. On pense que l'univers devrait ralentir parce qu'en fait, on utilise la théorie d'Einstein, mais si on a une autre théorie de la gravitation, on peut en fait expliquer cette expansion accélérée. Donc dans ce cas-là, on n'a pas d'énergie sombre, mais c'est la gravitation elle-même qui fait s'accélérer l'expansion de l'univers parce qu'elle se comporte de manière différente à grande distance. Et si c'est cette deuxième piste qui est la piste correcte, si la réalité c'est vraiment ça, alors bien sûr, on s'attend à voir d'autres signatures dans notre univers de cette théorie de la gravitation différente. Et typiquement, si on change la théorie de la gravitation, si on va au-delà de la théorie d'Einstein, on s'attend à voir comme signature le fait que le temps et l'espace ne se déforment pas comme prédit. Et donc c'est pour ça que c'est tellement intéressant de mesurer ces distorsions du temps et ces distorsions de l'espace, parce que ça nous permet en fait d'en savoir plus sur cette mesure, cette observation d'un univers en expansion accélérée, qui est quelque chose d'extrêmement mystérieux. Donc je vais juste finir en vous disant que l'inconstance du temps, c'est finalement quelque chose d'absolument crucial en cosmologie. Merci beaucoup. Merci infiniment, Camille, pour ce très bel exposé, très clair, malgré qu'il touche à un sujet extrêmement difficile. Il fait penser un peu à cette pensée qui se trouve dans une pièce de Shakespeare qui dit qu'il y a plus de merveilles dans le ciel que ce que peut imaginer ton esprit. Et c'est vrai que le ciel, qui a été la première boussole et première horloge des hommes, donc qui a été utilisée pour se déplacer dans l'espace et dans le temps, devient aujourd'hui le laboratoire de physique qui permet de calculer ces distorsions de l'espace et du temps. Voilà, donc nous arrivons maintenant à la partie des questions. Donc l'exposé est bien sûr ouvert à ces questions et Camille se fera un plaisir de répondre. Alors malheureusement, je ne vois pas très bien. Alors je vois qu'il y a une question au milieu de la salle. Si quelqu'un peut amener le micro. Est-ce que vous pouvez passer le micro, monsieur, s'il vous plaît? Merci beaucoup pour votre exposé lumineux. Excusez-moi, je ne suis pas un théoricien, donc une question un peu naïve. Lorsque vous parlez de la remise en question de la théorie de la relativité générale d'Einstein, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que c'est véritablement le cœur de la façon de traiter la gravitation à l'intérieur de la théorie de la relativité générale, ou est-ce qu'on pourrait s'en sortir peut-être en disant simplement que la constante cosmologique devient à ce moment-là une variable? Ou c'est plus profond que ça? Alors, c'est plus profond que ça. Donc, la constante cosmologique devient une variable. Ça, je le mettrais sous les théories d'énergie sombre. Donc, l'énergie sombre, ça inclut tout un tas de modèles. La constante cosmologique, c'est le modèle le plus simple, en fait, où cette énergie sombre, sa densité est constante au cours du temps. Donc, c'est pour ça que c'est une constante. Mais après, on peut faire tout un tas d'autres modèles où, en fait, l'énergie sombre varie avec le temps. Mais là, on ne modifie pas les lois de la gravitation, on change juste la nature de l'énergie sombre. Et après, modifier la gravitation, ça c'est quelque chose de plus fondamental. Donc ça veut dire vraiment modifier la manière dont la gravitation agit entre différents objets. Et la manière dont les gens le font maintenant, c'est en fait, donc ils gardent cette idée d'espace et de temps déformé, mais ils rajoutent en fait en général un nouvel ingrédient qui médit, si vous voulez, la force de gravitation, ou qui médit ces déformations de l'espace et du temps. Et donc, il y a tout un tas de manières de faire ça. Il y a énormément de théories qui ont été proposées. Et il y a une bonne partie de ces théories qui marchent, donc qui arrivent à expliquer l'expansion accélérée de l'univers et qui créent aussi des déformations de l'espace et du temps qui sont différentes. Il y a une question tout au fond là-bas. Merci beaucoup pour votre exposé.
on parle de distorsion du temps, même à grande échelle, mais qu'en est-il du temps global, du temps cosmologique, puisqu'on mesure la durée de vie de l'univers, 13,7 milliards d'années. Alors, quel rapport y a-t-il entre ce temps cosmologique et ces distorsions du temps, même si c'est des grandes échelles, mais finalement locales? Alors, c'est une très bonne question. Ce temps cosmologique, en fait, ce n'est pas un temps qui existe de manière intrinsèque, ce n'est pas un temps que quelqu'un peut mesurer, c'est en fait un temps qui est basé sur notre modèle cosmologique. Donc en fait, on se dit, on peut associer un temps à l'expansion de l'univers. C'est ça qu'on fait quand on définit un temps cosmologique. On se dit, au début, l'univers, il est très très dense, c'est le Big Bang. À partir de là, il s'étend. Et au fur et à mesure qu'il s'étend, l'énergie décroît et le temps grandit. Et en fait, on calcule dans un modèle donné un lien entre la taille de l'univers, ou plutôt l'énergie de l'univers qui est bien définie, et ce temps-là. Et si on change le modèle, en fait, on change le lien entre les deux. Donc ce temps cosmologique, c'est en fait une construction mathématique qu'on fait basée sur un modèle. Et c'est pas le temps, il n'y a pas d'observateur vraiment qui peut mesurer ce temps-là. Donc c'est un peu différent, enfin c'est complètement différent du temps propre dont je parlais auparavant. Mais par contre, c'est un temps qui est extrêmement utile parce qu'effectivement, c'est lui qu'on utilise pour dire il y a 3,5 milliards d'années. Là, j'ai utilisé en fait dans ma tête un modèle cosmologique pour faire le lien entre l'énergie de l'univers à ce moment-là et le temps. Et si je changeais de modèle, en fait, je changerais légèrement ce lien entre les deux. Je crois que là-bas, il y a des questions. Ah, voilà, oui. Je vais excuser ma question d'avance parce que ma petite compréhension s'arrête avec le mini-golf et le soleil dans son parcours de tapis courbé. Mais en effet, est-ce que la énergie sombre, c'est la même chose que matière sombre, dark matter? Non, c'est deux choses qui sont différentes. Ok. Donc la matière noire ou matière sombre, c'est en fait de la matière qu'on ne voit pas, mais qui se comporte comme de la matière. C'est-à-dire qu'elle va courber l'espace et le temps comme la matière ordinaire. En fait, les objets vont ressentir de manière gravitationnelle la présence de cette matière, mais on ne l'a jamais détectée avec nos télescopes. Et en fait, on en a besoin, c'est un des autres grands mystères dans l'univers, on en a besoin typiquement avec ce lentillage gravitationnel, par exemple. Quand on regarde combien la lumière est courbée, ça ne colle pas du tout avec la matière qu'on voit avec nos télescopes. Et donc on se dit qu'il doit y avoir de la matière cachée, et on appelle ça la matière noire. On voit aussi la présence de cette matière noire si on regarde par exemple le mouvement des étoiles autour du centre de la galaxie. On voit que les étoiles bougent beaucoup trop vite par rapport à la quantité de matière qu'il y a dans la galaxie. Et donc on a besoin de matière noire. Et en fait, on a besoin aussi de beaucoup de matière noire. On a besoin de 5 fois plus de matière noire que de matière ordinaire dans notre univers. Donc c'est aussi un des grands mystères, c'est aussi quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qui est moins bizarre que l'énergie sombre parce que c'est quand même de la matière qui agit sous la gravitation comme la matière qu'on connaît. Simplement, on ne l'a jamais détecté avec nos télescopes. L'énergie sombre, c'est complètement différent. Pour pouvoir faire s'accélérer l'expansion de l'univers, cette énergie sombre, elle doit avoir des propriétés très bizarres. Et la plus étrange, mais aussi la plus importante, je pense, c'est qu'elle ne doit pas se diluer quand l'univers s'agrandit. Donc la matière ordinaire, si j'ai un petit volume d'univers avec 3 pommes dedans, quand mon volume d'univers s'agrandit, j'ai toujours 3 pommes, mais dans un volume plus grand. Donc la quantité de matière par unité de volume décroît. Et c'est à cause de ça, en fait, que l'expansion de l'univers ralentit. L'énergie sombre, elle, quand l'univers grandit, la quantité d'énergie sombre grandit de manière proportionnelle. Donc plus l'univers grandit, plus j'ai de l'énergie sombre, plus elle va faire grandir l'univers vite. Et donc c'est ça qui mène à l'accélération. Donc c'est deux choses qui ont un nom très semblable, mais qui sont en fait fondamentalement différentes. Ok. Et juste une deuxième question. Est-ce que vous êtes inquiète par la croissance le surchargement de satellites en espace pour faire vos mesures? Oui, bien sûr. Ça, c'est un problème qui devient de plus en plus important. On a tous ces satellites qui
qui polluent, si vous voulez, l'espace et qui ont bien sûr un impact sur les mesures qui sont faites. Donc il y a des moments, quand il y a des satellites qui passent, où les astronomes ne peuvent pas regarder le ciel comme il faut. Donc oui, c'est quelque chose qui devrait être régulé, à mon avis, et c'est un problème qui devient de plus en plus important. Et on peut aussi se poser la question, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'envoyer tous ces satellites? Est-ce qu'on a besoin d'avoir Internet à si haut débit? Donc je crois que ça, c'est une question qui occupe bien sûr beaucoup les scientifiques. Oui. Merci pour votre grande pédagogie. Alors nous sommes dans un cycle qui s'appelle Sciences et spiritualité. Est-ce que vos recherches vous évoquent des choses dans le domaine non scientifique? Alors, bien sûr, quand on fait de la cosmologie, forcément, on se pose aussi des questions un petit peu philosophiques, hein, sur d'où on vient, où on va, à quoi on sert. Maintenant, je crois que la manière dont on y répond est un petit peu différente en philosophie ou en théologie et en physique. Mais parfois, la ligne, elle n'est pas si clairement définie, hein. On a, en fait, pour moi, ce que la physique doit faire, c'est d'avoir des théories, de se baser sur des théories qui doivent être falsifiables. Donc, on peut faire une expérience et le résultat de cette expérience peut potentiellement nous dire cette théorie ne marche pas. Si on commence à parler d'une théorie où aucune expérience possible, quelles que soient les précisions avec lesquelles on peut mesurer les choses dans le futur, une théorie qui ne pourrait jamais être falsifiée, là on commence à quitter la zone de la physique et à rentrer, je pense, dans par exemple la philosophie. Mais ce n'est pas toujours facile de savoir exactement où mettre la barrière. Et donc, on se pose souvent des questions en physique. Est-ce que c'est vraiment une théorie physique? Je pense par exemple à la théorie des multivers. La théorie des multivers, qu'il y a plusieurs univers au-delà de notre univers. En fait, ce n'est pas vraiment quelque chose... Enfin, on ne pourra jamais falsifier la théorie des multivers. Il n'y a aucune expérience qui va nous dire non, il n'y a pas un autre univers parallèle qui existe. C'est possible que je voie des signes qu'il y a un autre univers, mais si je ne vois rien, ça ne veut pas dire que la théorie des multivers ne marche pas. Donc ça, c'est un type de théorie qui est un petit peu à cheval entre les deux. Certains scientifiques vont vous dire non, mais c'est quand même de la science parce qu'on peut possiblement voir un signe qu'elle existe, et d'autres vous diront non, on rentre dans le domaine de la philosophie parce qu'on ne peut jamais la falsifier. Oui, bonsoir, merci pour cet exposé. J'aurais peut-être une question, peut-être un peu stupide et peut-être une réflexion. La première question, c'est au sujet de la méthodologie que vous utilisez pour la mesure de la distorsion du temps sur le décollage dans le rouge ou dans le vert. À ma connaissance, c'était utilisé pour justement mesurer l'expansion de l'univers, donc une notion d'espace. Donc ma question, c'est comment vous arrivez à différencier la mesure de distorsion de différence de vitesse avec justement cette distorsion temporelle? Comment vous faites le gap entre les deux? Donc c'est une excellente question et c'est la difficulté dans cette mesure. Donc en fait, on a trois effets qui font rougir la lumière. L'un, c'est juste que notre univers s'agrandit, et le fait que l'univers s'agrandit, ça étire l'onde de lumière, donc ça la rend de plus en plus rouge. Le deuxième, c'est le fait que les galaxies bougent, et ça c'est juste l'effet Doppler, le même effet qu'on voit quand on voit une ambulance qui passe et on entend que le son change. Ça change aussi la fréquence de la lumière et ça fait rougir la lumière. Et puis le troisième, c'est la distorsion du temps. Et en fait, les deux premiers effets sont beaucoup plus grands que celui de la distorsion du temps. Et donc la subtilité, c'était de trouver une méthode qui permet d'isoler cet effet-là qui nous intéresse et d'annuler les autres. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces paires de galaxies. En fait, on regarde des galaxies, on regarde en fait le fond d'un puits, puis on regarde des galaxies qui sont devant et derrière, on fait des différences, et on se rend compte qu'en faisant ces différences, l'effet de l'expansion, il tombe, parce qu'il impacte toutes les galaxies de la même manière. L'effet des vitesses, l'effet Doppler, il tombe, parce qu'en fait, il a une symétrie particulière qui fait que si on fait la différence, en fait, la galaxie devant et derrière sont affectées de la même manière, et l'effet de la distorsion du temps, c'est celui qui reste. Okay. Juste peut-être un dernier point. Tout à l'heure, vous parliez justement par rapport à la variation de l'expansion. Il y a deux options, c'est soit la matière sombre, soit une gravitation variable. Mais est-ce que justement la matière sombre n'implique pas un changement de la gravitation à l'endroit où il y en a? L'énergie sombre, vous dites. Est-ce que l'énergie sombre n'implique pas... La matière noire, pardon.
Ah, j'ai pas compris votre question alors. Vous avez dit dans votre schéma, si j'ai bien noté, c'est soit dark matter, soit gravitation. Non, soit gravitation. énergie sombre. Ah, j'avais mal compris. Oui. Je vois rien. Y a-t-il encore une question? Oui, tout au fond, s'il vous plaît. J'ai beaucoup entendu parler des gravitons comme étant les particules médiatrices de la gravité. Et là, vous nous expliquez en fait que non, c'est une déformation de l'espace-temps. Et je suis un peu confus entre les deux. Pourquoi cherche-t-on des gravitons si en fait la gravité est une déformation de l'espace-temps? Alors, c'est une bonne question. C'est un petit peu les deux. Donc, on n'est pas sûr que les gravitons existent, hein, mais de la même manière que on peut associer, par exemple, à la force électromagnétique, on peut associer des photons, qui en fait sont les médiateurs de cette force électromagnétique. À la gravitation, on peut associer des gravitons qui seraient les médiateurs en fait de la gravitation. Donc c'est un peu deux manières différentes de voir la même chose. Une, on se dit c'est l'espace et le temps qui est déformé, et l'autre, on se dit en fait c'est ces gravitons qui médient, si vous voulez, la déformation de l'espace et du temps. Mais c'est effectivement un petit peu difficile à s'imaginer et à faire coller les deux choses ensemble. Je ne sais pas comment vous répondre mieux que comme ça. Encore peut-être une question? Ou est-ce que... Alors encore, voilà, encore monsieur. Là-bas, monsieur. Bonsoir. D'abord, merci beaucoup pour votre exposé. J'ai deux petites questions. La première, êtes-vous peut-être habillé en rouge ce soir pour démontrer aussi votre expansion après cet exposé? Et la deuxième est la suite. Pensez-vous être possible que la créatrice ou le créateur de l'univers est-il tel caché derrière cette distorsion de l'espace et du temps? Alors là, je crois qu'on va vraiment au-delà de la physique. Donc pour moi, le point de vue du physicien ou de la physicienne, c'est vraiment d'expliquer comment les choses se passent, quelles sont les lois qui régissent ce qui se passe. Après, je ne vais pas essayer d'expliquer pourquoi les choses se passent. Donc c'est tout à fait possible qu'il y ait un pourquoi, qu'il y ait un créateur derrière qui explique pourquoi les choses se passent. Mais là, on atteint les limites de la science. Parce qu'en fait, je ne vais jamais pouvoir prouver qu'il y a une force supérieure, un Dieu, enfin vous l'appelez comme vous voulez, qui va déformer l'espace et le temps. Si je commence à faire ça, j'arrête de faire de la science parce qu'en fait, ce Dieu-là peut faire n'importe quoi. Donc en fait, il peut déformer l'espace et le temps comme il veut sans suivre aucune loi. Et donc moi, c'est vrai qu'en tant que scientifique, je me dis, j'essaye de trouver des lois qui s'appliquent à tout l'univers, quelle que soit la manière dont on fait les mesures, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre qui fait la mesure. Et donc, automatiquement, je me découple, si vous voulez, d'une idée comme ça, parce que sinon, je ne pourrais plus faire de la science. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire que la science est en train de dire que Dieu n'existe pas, je suis en train de dire que la science ne peut pas répondre, en fait, à cette question. Bonsoir, merci beaucoup pour la conférence. Moi, je suis ni physicien ni mathématicien, mais j'ai une question. Je me demande comment on peut découpler l'espace du temps et faire des mesures sans, par exemple, mesurer le temps sans mesurer l'espace et inversement. Alors, donc ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on mesure. Donc il y a certains effets, comme par exemple justement la déviation de la trajectoire de la lumière, où on ne peut pas découpler les deux, où c'est la somme des deux qui change la trajectoire de la lumière. Par contre, quand on regarde l'effet sur la couleur de la lumière, là c'est vraiment seulement un effet sur la fréquence, parce que ce qui change la couleur, c'est l'intervalle de temps entre deux crêtes. Et du coup, le fait que l'espace est déformé
ne va pas changer l'intervalle de temps entre deux crêtes. Par contre, le fait que le temps passe différemment va changer l'intervalle de temps. Et donc c'est pour ça qu'on arrive en fait à découpler les deux, parce qu'on trouve des effets qui sont affectés seulement par une des quantités et pas par l'autre. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire de manière arbitraire. On ne peut pas se dire, si on a un puits, oh, je mesure celui-là ou je mesure celui-là. On regarde en fait l'impact sur la lumière et on se rend compte que dans certains cas, c'est qu'une des choses qui a un impact et dans d'autres cas, c'est les deux. Lorsqu'on fait la mesure, on baigne dans le temps. Inévitablement, lorsque vous faites la mesure, vous, les collègues, tout le monde, on baigne dans quelque chose que nous appelons le temps. Tout à fait, mais ce qui impacte la couleur de la lumière, c'est comment le temps passe à différents endroits dans l'univers. Non, mais c'était une très bonne question, pas de souci. Voilà, une dernière question, monsieur. Oui, alors, si la théorie de la relativité générale d'Einstein est mise en question par les mesures que vous faites, est-ce qu'il y a une théorie déjà prête, une théorie de remplacement? Est-ce que les physiciens théoriciens travaillent déjà sur une modification ou un changement de la théorie? Oui, tout à fait, il y en a plein. Il y a énormément en fait, de théories. Il y a énormément de théories. Donc, depuis 1998, depuis cette découverte de l'expansion accélérée de l'univers, les théoriciens n'ont vraiment pas chômé et ils ont construit beaucoup de théories différentes. Et en fait, il y en a tout un tas qui peuvent expliquer des déformations de l'espace et du temps qui sont différentes. Donc après, pour savoir lesquelles sont correctes, on doit aller un petit peu plus loin. Donc, par exemple, si on peut mesurer la somme des distorsions et puis aussi que la distorsion du temps, ça nous permet de comparer les deux distorsions. Certaines théories prédisent qu'elles sont les mêmes, d'autres prédisent qu'elles sont différentes, certains plus ou moins différentes. Dans certaines théories, le temps est plus déformé que l'espace, dans d'autres, c'est l'inverse. Et donc là, on peut de nouveau faire un petit peu le ménage et dire, OK, cette classe de théorie marche, cette classe ne marche pas. Et puis après, si on veut encore aller plus loin, on peut comparer avec les vitesses des galaxies. C'est aussi quelque chose qu'on peut mesurer, dont je n'ai pas parlé, mais on peut mesurer les vitesses des galaxies. Et en comparant les vitesses des galaxies avec les distorsions de l'espace et du temps, on peut aussi de nouveau voir quelles sont les théories qui collent, qui prédisent un certain lien entre les deux et quelles sont celles qui sont exclues. Donc en fait, on a vraiment besoin de combiner différentes observations pour pouvoir petit à petit réduire l'espace de toutes ces théories et possiblement trouver celle qui est la bonne. Il n'y en aura probablement pas qu'une, mais disons une classe de théories qui marche. Mais ce n'est pas quelque chose de facile du tout. Merci. Alors, encore peut-être. Oui, vraiment la dernière question. Alors, je voudrais vous poser une question sur la matière noire et l'énergie sombre, savoir un peu quelle est votre impression par rapport à son statut. Est-ce que c'est un statut scientifique, épistémologique, phénoménologique? Est-ce que c'est une création de l'esprit, une expérience de pensée, une construction mathématique observable, qu'on peut observer par des expériences ou pas? Alors, jusqu'à maintenant, je dirais c'est quelque chose que les physiciens ont créé pour expliquer un phénomène qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Après, pour la matière noire, la communauté est de plus en plus convaincue qu'elle existe, parce que les gens ont aussi essayé de remplacer la matière noire en modifiant les lois de la gravitation, en se disant peut-être on n'a pas plus de matière, mais c'est la gravitation qui se comporte différemment. Et en fait, il y a des observations qui sont incompatibles avec ça, qui nous ont dit non, si on change les lois de la gravitation, ça ne marche plus. Il y a tout un tas d'observations, disons, pas d'observations de la matière noire, parce qu'on ne l'a jamais détectée, mais d'observations qui nous montrent qu'il manque quelque chose. Et il y en a une d'entre elles qui nous permet de faire la différence entre la gravitation modifiée à l'échelle des galaxies et la présence de matière noire. Donc pour cette raison-là, la communauté maintenant est relativement convaincue que cette matière noire existe bel et bien. Mais c'est sûr que tant qu'on n'a pas détecté une particule de matière noire, on ne peut pas savoir de manière certaine. C'est toujours possible, en fait. Peut-être quelqu'un de génial va arriver avec une théorie complètement différente qui va marcher. Et donc il y a énormément d'expériences maintenant qui essayent de détecter
détecter des particules de matière noire. Donc dans l'univers, on pense que la matière noire existe parce qu'on en a besoin pour expliquer comment les autres objets bougent. Et maintenant, il y a des expériences de physique des particules qui mettent des détecteurs et puis qui se disent si notre détecteur est suffisamment dense et suffisamment grand, peut-être qu'on va voir une particule de matière noire qui cogne un tout petit peu, qui interagit un tout petit peu avec notre détecteur. Et là, on va vraiment pouvoir dire ces particules de matière noire existent. Donc là, ça changerait vraiment le statut de cette matière noire. Et pour l'énergie sombre, c'est encore moins concret que ça, parce que là, en fait, peut-être qu'on n'arrivera jamais à détecter de l'énergie sombre. Peut-être qu'il n'y aura jamais une expérience qui nous permettra de détecter l'énergie sombre. Donc on doit se baser sur la manière dont l'univers se comporte. Et c'est tout à fait possible que nos théories sont fausses. En fait, en physique, les théories sont correctes aussi longtemps qu'elles ne sont pas en contradiction avec les expériences. Si une fois il y a une expérience qui contredit l'existence de l'énergie sombre, elle va juste disparaître. Donc ça vous dit qu'à ce moment-là, on ne peut pas dire que c'est quelque chose. Maintenant, je ne peux pas dire l'énergie sombre, c'est quelque chose de réel. Ça serait mentir si je vous dis ça. Bien, merci. Donc, nous allons conclure ici cette partie des questions. Et avant de remercier Camille, qui a été une fabuleuse guide dans ce voyage au cœur du temps, je passe la parole au professeur Guillain Waterloo. Oui, au nom de la faculté de théologie, je tiens à remercier une nouvelle fois l'Institut à ciel ouvert et la Fondation Yves et Inès Ultramar, sans laquelle tout ce que nous pouvons réaliser serait impossible. Et on voit à la conférence de ce soir, mais aussi vous pouvez vous rappeler peut-être au début du mois de novembre, le 2 novembre, la table ronde sur l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à la revisionner sur le site d'À ciel ouvert, Sciences et Spiritualité. Remercier aussi Fernand Salzman et Benoît Icher qui mettent en place toutes ces activités, toutes ces conférences, ces propositions, entre autres le cours du jeudi de 16 à 18 heures qui est interdisciplinaire et ouvert à tout public. Alors pour cette année, on approche de la fin, les conférences c'est la dernière, mais nous nous retrouvons avant la fin de l'hiver. La date n'est pas encore totalement fixée, je pense que c'est début du mois de mars, probablement le 5 mars, mais vous veillez, vous verrez des affiches passées, des messages passés. Nous recevrons Thomas Hertog, qui a travaillé, comme vous le savez, avec Stephen Hawking, et qui viendra nous parler de l'origine du temps. Après son expansion, sa dilatation ou sa rétractation, cette fois la question de son origine. En attendant, bonne soirée à vous et bonne fin d'année.